Donc, je m'appelle Sonia Tapti, je travaille pour Fieldbox depuis 4 ans maintenant. C'est une entreprise qui fait des solutions d'intelligence artificielle pour l'industrie. Et ici, je vous présente un cas d'usage d'inspection de conteneurs, ou plutôt une preuve de concept. Donc, comme je vous disais, on traite plein de cas d'usage différents, sur plein de types de données différents, tant que c'est dans le milieu industriel. Ça va de la maintenance prédictive à la détection d'anomalies, ou l'optimisation de n'importe quel process industriel. Et on accompagne nos clients sur vraiment toutes les étapes de leur projet d'intelligence artificielle ou de transformation, que ce soit le développement de modèles d'intelligence artificielle, d'applications métiers, le déploiement de toutes ces solutions-là et le maintien en conditions opérationnelles. Donc maintenant, on revient sur... ne vous endormez pas, s'il vous plaît. Bon, on ne voit plus rien. C'est une présentation de traitement d'image, il faut de la lumière. Alors, donc l'inspection de conteneurs, c'est vraiment un challenge majeur en logistique. Je vous donne quelques chiffres ici sur les slides en termes de contexte à Singapour, par exemple, où il y a une très très forte activité commerciale et portuaire. Donc il y a par exemple 500 conteneurs qui sont inspectés tous les jours. Il y a énormément du coup d'inspecteurs de conteneurs qui bossent là-dessus et c'est un travail qui est très très pénible et qui prend beaucoup de temps. Par exemple, pour un conteneur qui a énormément de défauts, ça peut aller jusqu'à 40 minutes. C'est assez conséquent. Concrètement, comment l'inspection de conteneurs se passe? Eh bien, l'inspecteur, il va vraiment regarder le conteneur sur toutes ses coutures, à l'extérieur, à l'intérieur, au-dessus, et il va prendre des photos avec une tablette. Et les photos, elles vont avoir tendance à être avec un point de vue assez proche du défaut. Aussi, je voulais vous préciser que les défauts de conteneurs, c'est vraiment soumis à une norme ISO. Il y a plus d'une centaine de types de défauts recensés sur des conteneurs. Et puis, il faut vraiment passer un diplôme pour inspecter des conteneurs. Il y a une certification pour ça. Donc, c'est vraiment une tâche difficile. Donc, vous vous doutez que c'est un projet qui est difficile aussi. Alors, au niveau de l'état de l'art, en termes d'inspection de conteneurs, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des solutions commerciales qui existent. Il y a plein d'articles de recherche aussi qui existent. Voilà un résumé de tout ça. On peut inspecter des conteneurs avec des rayons X. Donc, il faut imaginer un camion chargé avec un conteneur et il va passer devant un scanner rayon X. Mais la solution commerciale que je vous présente ici ne propose pas de modèle d'IA derrière, mais par contre ça automatise le fait qu'il n'y ait pas un inspecteur qui a à se déplacer pour aller regarder le conteneur. Donc ça c'est pas mal. Sinon en termes de recherche pour tout ce qui est rayon X, on a envie de détecter surtout de l'armement, des objets de contrebande. Et il y a pas mal de papiers là-dessus, si ça vous intéresse. Après, on peut utiliser la technologie laser. Donc, on peut imaginer des infrastructures où on va installer, par exemple, trois lasers. Et avec ces lasers-là, on peut créer un profil 3D du conteneur et détecter quelques défauts de surface. Donc, il y a l'entreprise Lays qui fait ça. Et j'ai trouvé une documentation qui date de 2014, mais pas de documentation récente. Donc, je ne sais pas si le produit est maintenu. En tout cas, ça a existé. Pas mal de solutions commerciales au niveau de tout ce qui est image, mais très concentré sur l'inspection de l'extérieur des conteneurs, pas tant que ça pour l'intérieur, alors que c'est quelque chose de très important pour les clients. En ce qui concerne les papiers de recherche, pareil, quand même un focus un peu plus fort sur l'inspection de l'extérieur des conteneurs, plutôt sur les types de défauts les plus récurrents, donc pas beaucoup, alors qu'il y en a des centaines à détecter. Il y a carrément des papiers qui se focalisent sur un seul type de défaut, par exemple la corrosion, et très axé niveau modélisation sur de la classification, alors qu'on a besoin de localiser le défaut dans l'image quand on est un expert métier. Donc voilà pour un petit état de l'art. Donc maintenant, nos clients, ils ont vraiment cette ambition très long terme d'automatiser l'inspection de conteneurs. Donc leur wishlist, c'est à peu près ce que je vous ai listé ici sur la slide. C'est automatiser la capture des images. Donc ça veut dire ne pas avoir un opérateur qui se déplace et qui prend une photo avec sa tablette, mais vraiment automatiser ça avec tout un système de prise de vue dont je vais vous parler tout à l'heure.
Ils veulent aussi qu'on puisse détecter et classifier les défauts. Avoir une application métier ergonomique pour émettre des recommandations de réparation pour ces conteneurs, parce qu'il y a tout cet enjeu-là aussi. Et puis pour de la traçabilité, reconnaître l'ID du conteneur, et comme ça on associe les défauts détectés à cet ID-là. Donc nous, vous vous doutez, on n'a pas atteint tous ces objectifs. Nous, on fait un POC pour le moment. Les objectifs sont assez limités. C'est vraiment l'idée de se chauffer un petit peu. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait en premier lieu? On a commencé par explorer les données historiques de nos clients, donc les photographies prises avec les tablettes. Ensuite, on a vraiment fait tout un cadrage pour penser à l'automatisation de la prise de vue. Donc quel équipement choisir, l'installer, et ensuite lancer une phase de data collection. Une fois que c'est fait, on labellise, puis on commence la modélisation. Alors, donc ça vous donne un aperçu de l'agenda de cette présentation. Donc je vais commencer par vous expliquer le cadrage, donc l'exploration des données historiques, une définition du scope pour ce POC-là, tout le hardware qu'on a choisi pour acquérir les données, puis préparer ces données afin qu'elles soient ingérées par un modèle d'intelligence artificielle. Et je vais finir par quelques retours d'expérience. Donc on commence par le cadrage. Alors, comme je vous disais, on prend des photos traditionnellement avec une tablette, et c'est des photos avec un point de vue quand même très très proche du défaut. Ça a de la valeur d'analyser ces données historiques-là pour vraiment définir le scope du POC. Donc on va avoir vraiment cet objectif de définir une liste de défauts prioritaires sur lesquels se concentrer. Donc pour ça, nos clients ils nous ont envoyé une archive de données de 2019 et de 2020. Cette archive, elle est composée d'énormément de photographies. Donc compressée, c'était 96 gigas de photographies à regarder. C'est beaucoup. Ensuite, on avait des fichiers JSON, et ces fichiers JSON, ils étaient vraiment sympas parce qu'ils nous permettaient, de faire pas mal d'analyses de données. Donc justement, pour éviter de se lancer tête baissée dans regarder 96 gigas de photographies, donc on a commencé par parser ces fichiers JSON. Et ils nous ont donné pas mal de chiffres intéressants. Par exemple, que dans l'archive qu'on avait, on avait 116 types de défauts différents. Et ces défauts-là, ils peuvent être classés d'une certaine manière. On a les défauts qui sont situés au niveau de la porte, les défauts qui sont situés au niveau de l'extérieur du conteneur, les défauts qui sont à l'intérieur, tous les défauts de marking ici dans le tableau qui désignent en fait tout ce qui est inscrit sur le conteneur, parce qu'il y a plein d'informations écrites sur les conteneurs. Et ensuite, les défauts de washing, donc, qui concernent tout ce qui est nettoyage des conteneurs, parce que c'est important pour le business des clients de nettoyer les conteneurs aussi. Sachez-le. Alors, donc on a tous ces chiffres-là, c'est vachement sympa. Maintenant, on a envie de calculer la distribution des types de défauts pour chacune de ces localisations. Donc c'est là où on va parser les fichiers JSON, où on va trouver les file names de toutes les photos avec le type de défaut associé. Donc ça nous donne des graphes comme ceux que je vous ai présentés ici. Donc on a à gauche le graphe qui donne la distribution des types de défauts pour l'extérieur et à droite pour l'intérieur. Je vous ai mis en bleu tout ce qui concerne l'année 2019 et en orange tout ce qui concerne l'année 2020. C'était hyper important pour l'analyse de distinguer ces deux années-là, parce que 2020 égale Covid. Covid a eu un très fort impact sur les activités commerciales, donc sur l'activité portuaire, et donc sur les conteneurs, donc sur les défauts sur les conteneurs. C'est logique. C'est logique, mais il fallait le faire, il fallait y penser. Ensuite, une deuxième chose qu'on peut observer au-delà du biais du Covid, qui est assez évident, parce que le orange et le bleu, ils n'ont rien à voir, vous le voyez bien. Donc, biais du Covid. On voit aussi que d'une année à une autre, on n'a pas forcément les mêmes défauts qui sont, des défauts stars, on va dire. Donc, ça nous laisse penser que si on parie sur une shortlist de défauts pour notre POC, c'est pas sûr que ça va bien se passer. Peut-être qu'on va mal choisir les types de défauts sur lesquels se focaliser. Donc ça, c'est un petit challenge rigolo. Ensuite, un autre point qui est assez évident, c'est que la distribution des défauts, elle est très déséquilibrée. Donc on se doute que la data collection ne va pas très bien se passer pour les défauts qui sont très peu représentés.
Et c'est un point auquel il faut faire attention quand on fait la modélisation par la suite. Donc voilà cette analyse de données. Donc, une fois qu'on a ces graphes de distribution de type de défaut, on se dit, on a envie de regarder des photographies pour chaque type de défaut. Mais bon, dans l'archive qu'on a reçue, tout était un peu mélangé. Mais grâce au JSON et au file name des photographies, on avait vraiment une façon d'explorer notre structure de données intelligemment. Et on a automatisé quelque part l'exploration des photos d'un certain type de défaut avec une petite application métier qu'on a faite avec Streamlit. C'est un outil open source, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est vachement bien pour faire des applications métiers, mais très simples et très rapidement. Donc Streamlit, avec ça, on peut choisir une localisation, donc intérieur, extérieur, etc. Ensuite, on regarde le top 10 des défauts les plus représentés en 2019, parce qu'on veut éviter le biais du Covid en 2020. Et ensuite, on peut sélectionner un type de défaut qui nous tente, et on regarde les photos. Pourquoi c'est important de regarder les photos? Ça aussi, c'est évident, mais je le dis quand même. Si on a envie de faire un système où on automatise la prise de vue et on va collecter nos données nous-mêmes, on doit se projeter et se dire ok, là, avec ces photographies-là, le défaut, il est visible, mais est-ce que ce sera visible, moi, avec la façon dont je vais collecter les données pour automatiser ce process? Donc, il faut essayer de se projeter un petit peu et se dire, est-ce que ce sera visible pour moi? Et est-ce que ce sera visible pour l'IA que je vais développer après? Donc ça, c'est un point qui est important. Donc, on a confronté tous ces critères-là, choisi quelques types de défauts, et le client nous a challengé pour choisir d'autres types de défauts qui ont de la valeur au niveau business pour eux. Ça nous a donné une shortlist de 24 types de défauts. Vous allez voir, cette shortlist, elle va évoluer. Je vous fais des petits spoils. Alors, donc on a défini la liste de défauts, là. Et maintenant, on va collecter de la donnée et on va essayer de rendre ça un peu distant de un opérateur vient avec une tablette et prend une photo. Donc pour l'extérieur des conteneurs, on a opté pour installer plein de caméras tout autour du conteneur. Et ça paraît très simple comme ça, avec ce petit dessin, avec des emojis, mais ce n'était pas si facile de se décider là-dessus, parce qu'on peut penser à plein de choses pour faire cette prise de vue-là. On peut penser à des drones aériens qui vont voler autour du conteneur, on peut penser vraiment à plein de choses. Mais le plus simple et le plus robuste, c'est des bonnes vieilles caméras CCTV, avec des bonnes propriétés pour avoir une bonne résolution, une bonne field of view. Voilà, c'est simple mais efficace. Et donc, installer ces caméras-là a dû être vraiment étudié avec précision pour être sûr qu'on allait voir tous les types de défauts qu'on avait visés et aussi s'adapter au site industriel parce qu'il y a beaucoup de trafic. On ne peut pas mettre les caméras non plus là où on veut. D'ailleurs, petite anecdote, on a une caméra qu'on avait installée plutôt en hauteur. Un jour, il y avait un camion qui l'a pété. Donc, il faut acheter du RAB. Ça, c'est un de mes retours d'expérience. Acheter du RAB quand vous voulez faire votre data collection et que vous voulez acheter des caméras. Donc, à côté de ça, bien sûr, il faut un équipement pour enregistrer les vidéos qui sont en record plusieurs heures tous les jours. Et donc, c'est un NAS, donc Network Attached Storage. Et ça nous permet d'accéder en remote aux vidéos qui sont stockées dans le NAS et avoir une politique d'upload de toutes les vidéos sur un bucket dans le cloud. Comme ça, ensuite, nous, on peut faire nos opérations de data science après dessus. Donc, penser à cette architecture-là est important aussi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a choisi pour l'inspection de l'intérieur des conteneurs? Eh ben, on a opté pour un rover. Donc un rover, voilà, c'est représenté ici sur la slide. Donc le process, il n'est pas très automatisé pour le moment. On a pour ambition de le faire dans une prochaine phase commerciale. Donc l'idée, c'est qu'on a vraiment recommandé
aux opérateurs la manière de piloter le rover une fois mis dans le conteneur. Parce qu'on a envie de regarder, dès qu'on met le rover dans le conteneur, on a envie de voir les défauts qui sont sur le sol et qui sont sur l'atoll. Donc il va avancer en regardant plutôt vers le bas. Après, pour faire le chemin inverse, il ne va pas faire un tour sur lui-même, le rover. Ça, c'est important. Il va juste reculer, mais en regardant plutôt en haut, parce qu'il y a des défauts en haut aussi qu'on doit repérer. Et donc, pourquoi il ne fait pas un tour complet sur lui-même? Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que, imaginez-vous, vous êtes un rover et vous faites un tour complet sur lui-même. En fait, la porte du conteneur est ouverte. Il y a énormément de lumière qui rentre et ça vous éblouit complètement. Donc, c'est pour ça que ça aussi, c'est quelque chose qui paraît anodin maintenant que je vous l'explique, mais il faut y penser. Alors, donc, maintenant, on a installé toutes ces caméras, on a le rover qui est en place. On laisse passer un peu de temps, quelques semaines, 5-6 semaines, pour faire une phase de data collection. Donc, une fois qu'on a collecté toutes les données, il faut préparer ces données pour qu'elles soient ingestibles par un modèle d'IA. Donc, c'est le but de cette section. Déjà, vous avez vu, il y a une douzaine de caméras pour l'extérieur des conteneurs. On filme plusieurs heures par jour, tous les jours, pendant plus d'un mois. Ça nous fait 500 gigas de vidéos. Waouh, c'est bien. Mais comment on va traiter tout ça maintenant et comment on va rendre ça humainement inspectable, humainement labellisable? Eh ben, en fait, si on regarde un peu les vidéos, on se rend compte que les 3/4 du temps, il ne se passe rien d'intéressant. Il se passe un petit peu la même chose que sur l'image de gauche. L'image de gauche est issue d'une vidéo qui est au-dessus d'un camion conteneur. Donc c'est une vision on top. Et donc il ne se passe rien. Nous, on est intéressés que par les courts moments où il se passe quelque chose, où il y a un camion conteneur qui passe. Donc pour ça, on va faire un truc simple mais qui marche. C'est avoir une image de référence où il ne se passe rien, pour chaque caméra extérieure et calculer un critère de similarité entre l'image de référence et les images qui défilent au fur et à mesure des vidéos. Donc imaginons qu'on extrait une frame par seconde et on applique notre calcul de similarité. C'est tout bête, c'est vraiment une comparaison d'histogrammes. Et grâce à ça, on arrive à filtrer très rapidement toutes les images qui servent à rien. Donc à titre d'exemple, une vidéo d'1 heure fait 1 giga. On peut la résumer par exemple en 25 frames et ça pèse 20 mégas. C'est cool, c'est pas mal, ça va. Donc une fois qu'on a un peu compressé quelque part nos données qu'on a collectées, on peut les labelliser. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, labelliser ce type d'image, donc labelliser les défauts, ça demande un niveau d'expertise très élevé. Donc, ce n'est pas nous qui pouvions faire ça. Donc, le client a missionné des inspecteurs de conteneurs pour faire la labellisation pour nous. Nous, ce qu'on a fait, c'est leur déployer un outil de labellisation open source qui s'appelle Label Studio. On les a formés à l'utiliser et ils nous ont fait la notation dont on avait besoin. Donc, on faisait régulièrement, au fur et à mesure que les inspecteurs labellisaient nos données, une analyse de tous les types de défauts qu'on avait collectés. Vous pouvez vous douter aussi qu'il y a un impact du Covid qui se ressentait encore, c'était en 2021. Il y avait encore un impact du Covid sur le trafic portuaire en Asie. Et on avait en fait beaucoup moins de données collectées que prévu. Il y a un type de défaut qui est très très représenté ici, mais pour le reste, 200 images pour un type de défaut particulier, 180 images pour un autre, 176, 171, on baisse tout de suite à 83. On se doute que la modélisation va un peu pêcher avec un tel volume de données bas. Donc je vous fais un spoil, le modèle il est impacté par ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend du recul et on se dit, OK, on va changer le scope du POC pour détecter seulement les 5 défauts qui apparaissent le plus. Et il s'avère que c'était des défauts localisés essentiellement à l'intérieur du conteneur,
Donc on s'est dit, ok, c'est des défauts intérieurs et des défauts de nettoyage de conteneurs. Donc on va analyser seulement les vidéos du rover à l'avenir. Et ça m'amène à vous parler un peu plus de modélisation. Donc quelle stratégie on a adoptée? On est parti sur de la détection d'objets parce qu'on a besoin de localiser les défauts dans les images. C'est important pour le client. Et on a choisi la famille de modèles YOLO, parce que c'est une famille qui est réputée pour être rapide. Et en particulier, fin 2021, YOLO V5, c'était le standard. Donc maintenant, il y a YOLO V7, YOLO V8, ça ne cesse d'évoluer. Mais là, on a utilisé YOLO V5. Et il y a plusieurs tailles de YOLO. Donc on a utilisé un médium. Un médium, pourquoi? Parce que ça apporte un compromis entre temps d'inférence, temps d'entraînement et performance. Ok, donc YOLO, c'est un modèle assez classique et il y a pas mal de modèles préentraînés open source qui sont disponibles. Donc c'est ce qu'on a tiré profit de ça, on a fait du transfer learning, on a pris un modèle préentraîné sur Coco assez classiquement. Pour faire notre modèle et l'adapter à nos données clients. Donc, un petit mot sur le data splitting. En machine learning, je pense que la plupart d'entre vous savent qu'on doit séparer notre dataset entre un jeu de données d'entraînement, de validation et un jeu de données de test. Et donc, ce que j'ai envie de vous partager, c'est qu'il y a un petit truc pour éviter la fuite de données quand on a ce genre de projet-là, avec des vidéos, c'est juste de faire attention à ne pas mettre la même vidéo dans le train et dans le test. Parce que si on a une séquence sur un conteneur dans le train et dans le test, il y a un risque de fuite de données. Et donc, un risque de biaiser le modèle à cause de ça. Parce que si j'ai vu les données dans l'entraînement, dans le test, je vais réussir à prédire les choses correctement. Et ça, c'est pas juste. Voilà. Donc, bien sûr, on a appliqué aussi, je précise, de la data augmentation. Vu le faible volume de données qu'on a, c'est assez naturel. Et il y a même de la data augmentation qui est vraiment inclus dans YOLO de toute façon. Donc, voilà. Et puis si vous regardez les graphes, vous voyez qu'on a bien respecté les proportions de chaque type de défaut dans le train et dans le test. Ok, donc je vous ai spoilé tout à l'heure, je vous ai dit qu'avec un aussi faible volume de données collectées, on ne va pas avoir des performances géniales. Mais le but de ma présentation, c'est pas de vous dire « Ok, j'ai réussi, j'ai eu 98% d'accuracy ». Ben non, là, on est dans la vraie vie. Là, on a très peu de données. Donc, on n'a pas des performances qui sont géniales. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on note vraiment une corrélation entre le nombre d'images collectées pour un certain type de défaut et la performance. Et en partie, donc, on a 70% d'accuracy sur un type de défaut en particulier, mais ça, j'y reviendrai. C'est celui où il y a le plus d'images. Et en fait, cette analyse-là, elle rend pas complètement justice au modèle parce qu'en réalité, il est assez prometteur. Parce que là, je vous montre des statistiques seulement sur les images tests. Alors qu'il faudrait pousser l'analyse plus loin si on avait un peu plus de temps pour analyser les vidéos, faire un post-processing de toutes les bounding box qui ont été détectées et vraiment remettre ça en perspective avec le temps et avec une métrique peut-être un petit peu plus métier. Et là, on rendrait un peu plus justice à ce modèle. Donc, petit point, petit retour d'expérience. Donc, vous vous souvenez peut-être de cette classe-là qui a le plus de nombre d'images. Elle s'appelle FWA-DY. Elle veut dire Floorboard Dirty, donc un sol qui est sale. Et donc cette classe-là, on s'est rendu compte, en regardant des vidéos tests, que le modèle il prédisait un peu tout le temps floorboard dirty, tout le temps, le sol est sale, le sol est sale. Ah bon? Mais pourquoi? Mais en fait, il y a plusieurs raisons à ça. Le client n'avait pas en fait un critère de décision clair pour savoir si le sol était sale ou pas.
Et donc, le modèle, il s'en est rendu compte et il a des prédictions complètement biaisées là-dessus. Et il va prédire tout le temps que le sol est sale. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire part aux clients, mais c'était trop tard pour lui. Il n'avait pas eu le temps de développer des nouveaux critères de décision sur cette classe-là. Mais c'est quelque chose sur lequel on va travailler lors d'une prochaine phase commerciale. Un autre point, c'est juste vous sensibiliser à la review de labels fait par des experts ou fait par des clients. Parce que on a beau expliquer, mais un client peut ne pas se rendre compte que pour un modèle tel que YOLO, on ne doit pas tracer des bounding box très 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 grandes comme celle-ci, celle que je vous représente ici. Il faut tracer des petites boxes, sinon c'est inadapté. Donc c'est important de traquer les tailles, la proportion des box par rapport à la taille de l'image et reviewer les labels émis par des tierces. Donc je vous montre quelques vidéos de démo. Là, ce qui est rigolo, c'est qu'on arrive à détecter... Attendez, hop. On arrive à détecter... hop là, je vais y arriver. On arrive à détecter ici des espèces de fils... je ne sais pas si vous les voyez bien. Des espèces de fils en haut à gauche, le LSRDB. Ça, c'est un type de défaut. Il y a des espèces d'anneaux accrochés au conteneur et il y a des fils. Et c'est important de les détecter. Donc ça, on a réussi à le faire. Bon, le sol est sale, mais le sol est sale tout le temps. Hein. Voilà. Après... Là, tu arrives au bout de ton temps. Oui, j'arrive au bout, ouais. Si là, on a de la tôle froissée au niveau de PSC-DT, de la tôle froissée. Et ça, c'est vachement bien de l'avoir détecté. Ensuite, ça vient. Ensuite, donc, ouais, le sol est sale tout le temps, d'accord. On a de la tôle qui est abîmée sur la gauche et on le détecte et on est content. Et on a des taches d'huile, les FWA-OS, qui sont détectées. Et ça aussi, c'est quelque chose de positif. C'est pour ça que je vous dis que les métriques brutes ne rendent pas justice forcément au modèle. Et à présent, on a à plusieurs endroits du sol qui est cassé comme ça. Et on a réussi à le détecter. Donc ça aussi, on était plutôt contents. Au niveau des conclusions, parce que l'heure tourne, si je vous fais un retour d'expérience, il est très important de bien cadrer, même si c'est qu'un POC, il est important de très bien le cadrer, surtout quand c'est un projet d'automatisation tel que celui-ci, de vraiment prendre son temps pour explorer les données froides, pour choisir le hardware, pour l'installer, vraiment définir une plage de temps beaucoup plus longue que la nôtre pour la data collection, mais on n'avait pas le choix, c'était limité en termes de temps, et l'impact du Covid était imprévisible. En temps normal, on aurait eu beaucoup plus de défauts collectés. Reviewer les labels, c'est très important. Et tout ça pour conclure que le volume des données et la qualité des labels, c'est vraiment clé pour la performance des modèles. Donc à l'avenir, on va collecter plus de données, aller plus loin dans l'automatisation et dans la détection des défauts, en résumé. Je vous remercie pour votre attention.